Bonjour à tous et bienvenue. Après plus de 2 ans de dur labeur, je publie enfin une enquête autour des 40 ans d'abus passés sous silence à la Fédération française de football. Alors c'est publié dans un média norvégien, Josimar, pour lequel j'ai déjà collaboré autour de plusieurs affaires de pédocriminalité dans le sport international. Dans le cas français, ça remonte aux années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une dizaine de cas qui sont répertoriés. Alors on a attouchement sur mineur, harcèlement sur mineur, chantage sur mineur, violence physique sur mineur, sur des adultes également, on a des mêmes faits similaires, que ce soit sur des employés de la fédération ou sur des arbitres hommes. Dans quasiment tous les cas, c'est le même modus operandi. C'est-à-dire il ne faut surtout pas que l'affaire s'ébruite. On va essayer d'enterrer le dossier et de gérer ça entre nous. C'est quelque part la famille. Et comme je vous le dis, ça remonte depuis les années 80 avec monsieur Cochet, qui est décédé aujourd'hui, qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Selon des joueuses de l'époque, c'est un peu les années noires du football féminin, le secret que la fédération voulait cacher. Tout simplement, il y a eu à un moment donné des plaintes en interne et un conseil a été nommé, plusieurs joueuses sont montées, ont été interrogées et monsieur Cochet a été écarté de ses fonctions puisqu'on se rendait compte qu'il faisait une forme de chantage et de harcèlement sexuel vis-à-vis de certaines de ces joueuses pour intégrer l'équipe de France. Et personne, à l'époque, n'en a vraiment parlé, on ne savait pas. Ce qui montre bien que cette enquête, elle ne concerne pas la direction actuelle, elle ne concerne pas un homme ou un autre. Non, elle concerne un système. Les administrations se sont succédées, les dirigeants se sont succédés, mais au final, c'est quasiment le même système d'étouffer les affaires. Et, on va tout de suite un petit peu spoiler, ça va plus loin que la Fédération française de football, puisqu'il faut se poser des questions aujourd'hui sur les différents ministères des sports qui se sont succédés, également sur les clubs, que ce soit amateurs, également de premier niveau, qui ont caché des affaires similaires. Donc comme je vous dis, on est presque dans un cas similaire à celui de l'église, de l'éducation ou que sais-je, qui à un moment donné ont nécessité de véritables rapports et de véritables commissions. Parce que la politique de la fédération, comme on le voit dans le cas Cochet, c'est oulala, on fait l'autruche et en fait on va déplacer le problème. C'est-à-dire, on va enlever la personne, on va la licencier ou la pousser à la démission, mais cette personne garde toujours tous ses diplômes. Cette personne et les faits qui lui sont reprochés, personne n'est au courant. Aucun club affilié à la Fédération française de football ne peut être au courant, ce qui fait que cette personne peut ensuite aller vagabonder comme bon lui semble dans le football, même pour coacher des mineurs, pour les personnes qui ont été virées notamment à cause d'attouchements sur ces derniers. Alors quand on remonte un petit peu plus loin dans le temps, il y a un personnage absolument central de cette fédération qui est toujours là actuellement, qui est instructrice FIFA également, c'est Elisabeth Loisel, ancienne sélectionneuse totémique de l'équipe de France. Alors selon un procès verbal de la police que nous avons obtenu, on se rend compte que Gérard Prêcheur, qui à l'époque était l'un des dirigeants, explique à la police être parti par divergence d'opinion vis-à-vis de Madame Loisel, qu'elle soit footballistique, mais également vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Il explique que Madame Loisel faisait ses choix, non pas en fonction d'un critère sportif, mais en fonction d'une orientation sexuelle. Une théorie et un argument, qui a été avancé par d'autres joueuses et par d'autres dirigeants du football féminin au cours de notre enquête. Certaines en ont parlé plus haut, mais à chaque fois on a dit non, non, non. Et le fait le plus incroyable, c'est que Madame Loisel, qui était partie en Chine et qui était revenue, a voulu m'emmener coacher une équipe jeune. Et lors d'une réunion, Noël Le Graët a dit, je cite, « Ah quand même, on peut pas la laisser entraîner les gamines. » Et en fait, ces méthodes-là, on les a retrouvées avec d'autres personnes. L'exemple le plus frappant qui avait été abordé par l'équipe à l'époque, c'est Angélique Roujas. Angélique Roujas, elle a été pendant 9 ans à Clairefontaine, elle a même terminé, si je ne dis pas de bêtises, responsable du pôle féminin. Or, comme vous pouvez le voir sur ces documents-là, il y a eu une dénonciation. C'est la seule fois où la fédération a alerté officiellement les autorités. Dans tous les autres cas, ça n'a pas été le cas. Ils ont fait ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige la fédération et toute mission de service public à alerter les autorités lorsqu'elles sont en connaissance d'un potentiel délit. Bref, en tout cas, Madame Roujas, qui pouvait intégrer le staff à l'époque de Philippe Bergerot, quand ça s'est su, certaines joueuses ont menacé de faire grève. Et c'est pour ça que la fédération a dû agir. Ce n'est pas parce qu'on a entendu des choses, non. C'est parce qu'il y a eu la menace d'une grève. Là, une enquête interne a été diligentée par Monsieur Custodi. Et d'ailleurs, il faut le signaler, critiquable sur d'autres points, Monsieur Custodi il a fait le job sur ce domaine-là. Ensuite, il s'avère, selon un courrier officiel de Noël Le Graët adressé au procureur de la République, je cite, l'une de ces pensionnaires précise que Madame Angélique Roujas a profité de son état de faiblesse du lien hiérarchique pour obtenir de telles relations, sous-entendu sexuelles. Les faits dateraient des années 2004 et 2005, période durant lesquelles les pensionnaires concernés étaient à Clairefontaine. Et il rappelle que ces pensionnaires étaient pour certaines mineurs. Madame Roujas a ensuite, comme vous pouvez le voir, été licenciée. Elle n'a pas contesté son licenciement à ce niveau-là. Alors, elle a évidemment fait publier, après l'article de l'équipe, un droit de réponse expliquant qu'elle était innocente de ces faits, etc. Donc, c'est sa version. Néanmoins, la FFF l'a licenciée pour des faits de relations sexuelles avec mineurs et pour avoir profité de l'état de faiblesse et de son statut hiérarchique. Sauf que qui était au courant? Ça s'est passé en 2013.
Absolument personne. Et là où c'est le plus surréaliste, c'est qu'elle part à Metz. Gros club quand même pour s'occuper de la section féminine. Ou d'ailleurs, on tissera un partenariat avec la Fédération haïtienne de foot et elle ira même à la Croix des Bouquets en Haïti pour dire que M. Yves Jean-Bart, qui a été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels systémiques sur mineurs et avoir fait avorter des enfants au centre FIFA Gaulle, dont les enquêtes dont j'ai parlé dans le Guardian depuis 2 ans, elle a traité ce monsieur de père pour ces joueuses-là. On va lui donner le bénéfice du doute qu'elle n'est évidemment pas au courant des horreurs qui se passaient dans ce centre en Haïti. Bref, en tout cas, à Metz, selon des témoignages que nous avons recueillis, il y a eu des récidives. Et d'ailleurs, 2 joueuses m'ont confié que le surnom qu'elles avaient donné à Angélique Roujas, c'était la pédo. Alors, on n'est pas là pour pointer du doigt qui, c'est encore une fois un système. Toutes les personnes de la fédération à l'époque étaient au courant de ça. Pourquoi elle a pu garder ses licences d'entraîneur quand tu vires quelqu'un pour ça? Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'elle n'a pas été condamnée pénalement. Et en effet, prescription pour 3 semaines. Ça, c'est le dirigeant de la fédération, une personne, notamment Florence Ardouin, il y a 1 an et demi, qui me l'a dit. Elle n'a pas été condamnée pour prescription, c'est une affaire de quelques semaines, sachant que l'enquête s'était éternisée. Pas de bol sans doute. Alors, on le voit sur les documents en effet, pour prescription. Pas parce qu'elle est innocente, pour prescription. Ce qui laisse quand même à songer, cette personne a été pendant 9 ans, je rappelle, responsable du pôle féminin à Clairefontaine, et notamment avec une pensionnaire mineure au moment des faits. Il y avait des échanges de messages, on les appelait ma petite charmeuse, etc. La joueuse avait en l'occurrence 16 ans. On pourrait parler évidemment d'un épisode où une joueuse a surpris Madame Roujas dans le lit avec avec sa compagnonne de chambre qui était mineure au moment des faits. La question c'est comment la fédération ne prévient personne, sachant que Monsieur Custodi a quand même fait le boulot, parce qu'il avait prévenu Joël Muller à Metz, Joël Muller lui a dit qu'il s'en foutait. Déjà tu vois quand même les mentalités, c'est exceptionnel. Et deuxième point, selon l'article que vous pouvez voir ici, la fédération peut à tout moment enlever une licence s'il y a une atteinte à la morale, à l'honneur. Excusez-moi, est-ce que là il n'y a pas une atteinte à l'éthique, à la morale ou à l'honneur? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il n'y a pas besoin de condamnation pénale pour ça. Cette décision de garder les licences à Madame Roujas a été prise notamment par le directeur juridique de la Fédération française de foot, le totémique Jean Lapère. Mais oui, vous savez, cette personne qui adore faire des blagues aux femmes noires en leur disant quand elles ont 2 ou 3 enfants, ah mais de toute façon vous faites des élevages. Vous savez, cette délicieuse personne, bah oui, c'est lui qui a pris cette décision-là, mais il n'était pas le seul. On peut évidemment voir dans certains procès et procès verbal et auditions vis-à-vis de certaines joueuses qu'elles ont mentionné un autre nom très important, celui de Brigitte Henriquez, vice-présidente de la Fédération française de foot, en charge du football féminin, et aujourd'hui patronne du CNOSF. Une joueuse notamment explique avoir mis au courant Brigitte Henriquez des actes, et cette dernière lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire, que la fédération ne pouvait rien faire. Donc, elle a porté connaissance à Madame Henriquez, je rappelle, en charge du football féminin, vice-présidente de la Fédération française, aujourd'hui patronne du CNOSF, ces affaires-là. Je rappelle que Madame Roujas était d'ailleurs la compagnonne de chambre à l'époque en sélection de Madame Henriquez. Évidemment, certaines langues perfides vont dire que cela a un lien. Je ne pense pas. Je pense que Madame Henriquez, comme toutes les autres, je ne pense pas, même certitude, c'est un système. Madame Henriquez, d'ailleurs, selon d'autres témoignages, a demandé explicitement à certaines personnes à ce que cette affaire ne s'ébruite pas. C'est bon, on gère ça, on gère ça. Qu'est-ce que vous avez géré? Vous avez déplacé le problème. C'est-à-dire, oula, il y a un problème à Clairefontaine, on risque d'être exposé, hop, on la dégage, en catimini, personne n'est au courant. C'est le même cas pour David Sanjosé, dont nous avons parlé dans le New York Times à l'époque, pour des affaires de textos amoureux envoyés des enfants de 13 ans et d'autres choses, des je t'aime mon bélo, des patati, des patata, où les joueurs, une dizaine de joueurs de cette génération, dont le compagnon de chambre, expliquent en on que la fédération a menti si elle dit avoir fait une enquête qu'il n'y a jamais rien eu. Une affaire judiciaire suite à ce qui a été publié a été ouverte pour des mauvais faits. On a agressé d'agression sexuelle, il n'y a jamais eu d'attouchement. Heureusement. Donc la personne n'a pas de souci. Donc l'affaire ensuite a été instruite sur un mauvaise charge, excusez-moi. Donc vous imaginez, là, il en a de la responsabilité de l'appareil d'État français. Parce que c'est complètement anormal. Également, de certains joueurs et certaines familles qui vont préférer se taire dans le but hypothétique de faire une carrière. Et pour ça, il y a même des parents, il faut le dire, qui ne disent rien, qui se disent voilà, en tant que parent, c'est aussi à remettre en question tout ça. Je comprends que certaines victimes parfois aient du mal de parler, c'est normal. Mais les parents, protégez vos enfants quand même. Maintenant, on peut voir d'autres affaires dont on parle. Gaëlle Dumas, récemment, ancienne coach de l'équipe de France jeune, qui a fait plusieurs sélections U16, U18, etc., qui a été mis au pôle espoir de la FFF à Blagnac. Or, ces derniers mois, au printemps, des signalements à la protection de l'enfance de Haute-Garonne ont été enregistrés, la police est venue, un procès va se tenir aujourd'hui en novembre. Selon le tribunal judiciaire de Toulouse qui nous a répondu, il y a des faits de mauvais traitement, d'abus d'autorité et de violence sur mineurs. Donc on verra ce qui va se passer. Évidemment, il y a une présomption d'innocence, et il y a d'autres cas dont on avait parlé, directeur de la Fédération française de foot, Marc Varin, qui, comme vous pouvez le voir sur ce document, sur l'inspection du travail, s'est rendu coupable au moins une fois
d'un baiser forcé qui peut être qualifié d'agression sexuelle, où il avait d'ailleurs tiré les cheveux de l'employé en question, qui avait porté plainte, qui avait gagné au prud'homme, c'est les prud'hommes qui avaient condamné M. Varin et la fédération à ce sujet-là. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a eu un appel à voir. Donc c'était une affaire qui était connue, comme le président de la Ligue de la Réunion, M. Yves Etève, où il y a plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et moral. On se rappelle de ces fameux « il passe des mains en les traitant de de salopes ». Donc là aussi, la fédération donne son plein soutien à Yves Etève, aucune enquête a été ouverte. On se rappelle du cas de Jackie Forte-Épaule, un dirigeant d'une ligue locale qui a été condamné par la justice à 1 an de prison avec sursis pour harcèlement sexuel notamment. Les plaignantes avaient pointé l'inaction de la Fédération française de foot. On peut parler récemment du cas de Daniel Galetti, président de la commission régionale de la Ligue de Paris et d'Île-de-France pour l'arbitrage, qui est également observateur FFF, qui est parti il y a quelques semaines. Alors j'ai contacté comme la fédération, comme M. Galetti, comme tout le monde, je n'ai pas eu de réponse. Néanmoins, en interne, ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré à M. Galetti le harcèlement et même un peu des propositions qu'en gros, il fallait, c'était sur les arbitres hommes, se soumettre à certaines pratiques, on va dire, sexuelles, afin pour les aider dans leur carrière. Donc personne n'en a parlé, évidemment, il était donc à la Ligue de Paris et à la Fédération française de football. Monsieur Galetti, la Ligue de Paris, la Fédération ne m'a pas répondu sur ce sujet-là, comme tous les autres. La Fédération, j'ai envoyé toutes les questions, il n'y a rien eu. On peut citer quoi d'autre comme cas, parce que des fois j'en oublie. Ah oui, selon un procès verbal également d'une audition que nous nous sommes procurés, une joueuse internationale expliquait que quand elle était à Clairefontaine, quand elle avait 16 ans en rééducation, un kiné a pris sa virginité. Ce qui pose aussi la question des relations entre des encadrants de Clairefontaine et des mineurs. On pourrait évidemment parler de mails et de lettres, de courriers officiels que nous sommes procurés, où des clubs amateurs, des membres de clubs amateurs et des familles ont demandé de l'aide à la Fédération française pour des cas de pédocriminalité. Ces derniers ensuite nous disent qu'ils n'ont pas reçu d'assistance, voire à peine une réponse. Et quand on met tout cela, on a également Madame Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Sports, Madame Valérie Fourniron, également ancienne ministre des Sports, Monsieur Thierry Braillard qui a été secrétaire d'État au sport, et Monsieur Thierry Rey et Madame Nathalie Yanetta qui ont été conseillers au sport pour l'ancien président François Hollande. Ces 5 personnes m'ont confirmé n'avoir jamais été mis au courant de toutes ces affaires-ci par la Fédération française de football. Je rappelle que selon le Code pénal français, l'article 434, 1, 3 et 4, ne pas informer les autorités d'un crime dont vous êtes au courant, afin notamment de l'endiguer, que ce soit pour mineur ou autre, est passable de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Je rappelle également qu'en Islande, la fédération avait couvert une agression sexuelle, le comité de direction avait dû démissionner. Suite à nos enquêtes également au Gabon sur ce terrible réseau pédocriminel, l'un des plus grands de l'histoire, malheureusement avec des milliers d'enfants footballeurs ce qui s'est passé, le président actuel de la fédération, M. Pierre-Alain Mouguengui, a été incarcéré pour avoir couvert également ce réseau-là. Donc la France est un état de droit, je me tiens à disposition du ministère, du sport, de la justice, etc. Mais à un moment donné, il va falloir se poser une question. Est-ce qu'on continue à faire l'autruche, à parler de cas isolés? Parce que c'est pour ça que je dis plus dans Josimar et pas dans le Guardian. Le Guardian voulait faire un cas par la suite. Mais non, parce qu'on se rend compte qu'il y a le même modus operandi. C'est un système. Donc, ça laisse à penser. Est-ce qu'on va continuer à faire l'autruche ou est-ce qu'on va réellement faire des commissions indépendantes, de véritables rapports pour prendre le problème à bras-le-corps? Parce qu'à un moment donné, peut-être que ça arrivera à votre fils, ça arrivera à votre fille. Je rappelle également que plusieurs clubs français sont impliqués là-dessus. Il y a notamment le cas à Lyon, ce qui s'est passé. Donc les personnes évidemment sont parties du club pour des agressions sur mineurs. Je rappelle qu'un très grand club français aussi, et là je vais bientôt la balancer, l'un de ses membres a été condamné pour 3 ans de prison parce qu'il détenait des milliers d'images pédopornographiques. Il s'occupait des U13. Cette personne, son nom n'est jamais sorti. Il continue aujourd'hui avec des enfants tranquilles. On l'a fait démissionner à l'époque, on l'a même pas viré. On n'a rien dit à personne. Il fallait pas que ça se sache. Je rappelle qu'il y a eu plein d'autres cas de harcèlement et autres. On peut parler du coach 3 de l'équipe féminine et également l'ancien agent d'Antoine Griezmann, M. Eric Olas, qui aujourd'hui en attend de son procès pour plusieurs plaintes pour viol sur mineurs. Il était scout notamment pour l'Atlético. On peut parler d'Ahmed Guéninèche qui a pris 18 ans de prison, qui était recruteur pour Nantes et Auxerre notamment pour viol répété pendant plus d'une décennie sur mineurs. Des affaires comme ça, il y en a plein. Il y en a vu à Toulouse, à Martigues, etc. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va encore faire l'autruche longtemps? Parce que là, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Si ça va jusqu'au bout, on va se rendre compte que la Fédé, évidemment, était au courant et a failli à sa mission de service public en déplaçant le problème. C'est-à-dire on va protéger les meilleurs jeunes et joueuses de Clairefontaine, mais quid du football amateur? Comment pouvez-vous laisser les licences à toutes ces personnes-là, le droit d'exercer, parfois avec mineurs, sans avertir personne? Ce n'est pas éradiquer le problème, c'est déplacer le problème d'un point A à un point B. Or, ils ont la responsabilité de tous les licenciés FFF. Est-ce que la Fédération française, là, sur juste ça, parce qu'elle pourra dire, oui, on a viré les gens, ok, mais personne n'était au courant. Est-ce qu'ils ont rempli leur mission de service public et de protection de tous ces licenciés? C'est la question que le ministère, que l'État français doit se poser aujourd'hui, ou alors on va continuer à mettre la tête dans le trou, c'est pas grave, jusqu'à un jour, malheureusement, peut-être, ça arrivera à votre enfant.
Bonne journée à tous, keep the faith, et je suis évidemment à la disposition de la justice. Et si la fédération veut m'attaquer, merci de me faire ce plaisir parce que ça va me donner une tribune absolument exceptionnelle. Bon courage.